J'ai quelqu'un sur mon dos comme j'ai pu le citer à plusieurs reprises, comme un singe, et puis s'engage une bagarre. Et durant cette bagarre, je ne ressens rien à part le fait de vouloir m'en sortir. Ce soir-là, le mari, M. Fleury, rentrait de Paris, ou en tout cas de ses occupations professionnelles. C'était tout à fait naturel de prendre son véhicule et d'aller dépanner son épouse qui avait un pneu de crevé. Dans une route qui est quand même une route, j'allais dire, extrêmement mystérieuse, on ne voit rien d'un côté ni de l'autre. Dans la lumière de ses phares, il voit son épouse à genoux tentant de réparer un pneu. Je viens la voir, je regarde ce qu'il y a. Bon, je vois bien effectivement que le pneu est bien crevé. J'ai dit on va mettre une bombe anti-crevé dedans et puis on retourne à la maison et puis on verra ça demain. Et là, une masse va apparaître dans son champ de vision. L'auteur de cette agression n'a peut-être pas eu le réflexe pour frapper un véritable coup essentiel. Il a frappé la nuque, le thorax, l'abdomen. Et comme M. Fleury était assez costaud, il a pu résister, se débattre. Et puis s'engage une bagarre. Et durant cette bagarre, je ne ressens rien à part le fait de vouloir m'en sortir. Voilà. J'ai pas senti les coups qui m'ont été donnés par mon agresseur parce que. Et puis donc la bagarre continue, mais ça a été tellement vite que, à un moment donné, je suis retourné à ma voiture où j'avais un couteau. Et j'ai pris ce couteau-là sans toujours me rendre compte de ce que j'avais. Mon seul objectif, c'était de finir d'en découdre avec cette personne qui m'avait agressé. Le 23 septembre 2011, je finis ma journée de travail habituelle en restauration et je dois aller boire un verre avec mon petit ami de l'époque, Jean-Sébastien. Ma mère doit venir me récupérer car j'ai fini mes horaires et c'est elle qui me ramène à la maison. Et ma mère est en retard, donc j'ai un léger stress, c'est pas son habitude, surtout quand elle ne prévient pas. Un ami de Jean-Sébastien nous rejoint, Patrice. Donc on est en train de discuter et le temps passe, mais toujours pas de nouvelles. Et je reçois un message de ma mère qui me prévient qu'elle va avoir du retard, elle est en train de voir des papiers avec une amie, mais qu'elle va pas tarder. Patrice et Jean-Sébastien s'en vont en disant qu'ils reviennent d'ici peu, ils ont quelque chose à faire. Donc j'attends et je ne peux pas dire le temps qui s'est passé, c'était assez long. Ils sont revenus tous les deux et j'ai remarqué que Jean-Sébastien avait changé de veste. Donc il m'a dit qu'il s'était renversé quelque chose dessus, j'ai pas prêté plus attention que ça. Et ma mère m'a appelée dans la foulée pour me dire que mon père avait eu un accident. Qu'elle ne pouvait pas m'en dire plus pour le moment, mais qu'il fallait pas trop que je m'inquiète. Et qu'il fallait juste que je rentre en urgence à la maison pour voir mes frères et sœurs. Il rentre quelques semaines plus tard, donc on a menti à mes plus petits frères et sœurs en leur disant qu'il avait eu un voyage pour le travail, que c'est pour ça qu'il n'était pas présent. Ils étaient beaucoup trop jeunes pour qu'on leur dise la vérité. Et ils rentrent avec ma mère, ils sont assez froids l'un envers l'autre. Je me dis que c'est le choc. Sur le moment, je me dis juste que c'est le choc de ce qui s'est passé. Et puis ça a duré un certain temps où il a fallu effectivement que je me repose entre des examens médicaux, entre un suivi assez rigoureux de kiné respiratoire. Voilà. Mais j'avais une épouse qui était à mes petits soins. À partir de là, son comportement dérape. Il a des semaines qui s'enchaînent, ma mère sort, enfin on continue tous notre vie. Mais lui, petit à petit, les propos ne sont plus cohérents. Il se lève à des heures qui n'ont aucun sens. Il parle de choses qui ne veulent rien dire. On s'aperçoit de SMS catastrophiques, impossibles à comprendre, incompréhensibles. Je me souviens d'aller aux toilettes à quatre pattes, d'arriver trop tard, de manger avec mes mains, de ne plus savoir qui j'étais, ce que je faisais. Ben, j'étais complètement paumé, complètement paumé. On aurait dit un zombie. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas du tout.
Son état nous inquiète tous, donc j'essaie d'en parler avec ma mère qui ne réagit pas, en me disant que si mon père tente de se suicider, c'est pas la première fois, et quelques semaines auparavant, il aurait dû la menacer de sauter par la fenêtre. Donc je lui dis que ma mère m'aide pas, et on appelle notre grand-père qui, lui, va directement arriver à faire interner son fils dans l'hôpital psychiatrique. Pendant l'hospitalisation, on apprend que mon père a un taux de benzodiazépine beaucoup trop important dans le sang et que c'est ce qui le met dans l'état dans lequel il est. Alors j'avais pas de traitements médicaux à l'époque, de médicaments, hein, donc... Le 12 février, il ressort du centre, il a une autorisation de sortie. Il est sorti, il a passé la journée, sa mère était présente. Il rentre au centre le soir, je crois que c'est sa mère qui le ramène. Et là, le lendemain, analyse de benzodiazépine, et là, le taux remonte. Surprenant quand même. Et puis à un moment donné, dans une discussion, il voit madame arriver avec une bouteille d'eau, parce qu'à l'époque, je buvais de l'Épar. Donc l'Épar n'était pas fourni par le centre hospitalier, mais était fourni par madame. Et puis mon frère, un jour, me dit « Tu jettes l'eau que tu as dans ta bouteille. » Donc j'ai arrêté de boire l'eau que me ramenait madame. Et là, après notre prise de sang, mon taux de benzodiazépine est diminué pratiquement par 2. J'ai décidé d'aller voir un ami, de décompresser et d'essayer de réfléchir un petit peu. Il me demande ce que je pense de l'état de mon père et de tout ce qui s'est passé, de comment est ma mère aussi avec mon père et comment je le vis. Et en réfléchissant, je me rends compte qu'il y a beaucoup trop d'incohérences, que ma mère n'a pas le comportement qu'elle devrait avoir et qu'elle m'a demandé de mentir le 24 septembre, juste après l'agression de mon père. Et donc je commence à essayer de tout mettre en place, de lier un peu tous les éléments que j'ai. Et je me rends compte que ma mère est très certainement celle qui tente de tuer mon père. Voilà, j'ai compris que là, bon, bah voilà, effectivement, donc, elle me donnait des médicaments à mon insu. Je réalise donc que c'est ma mère qui mène tout ça, mais j'ai aussi de forts soupçons sur son amant, Patrice Pluot, ainsi que sur mon petit ami, Jean-Sébastien, Thomas. J'arrive à comprendre petit à petit qui a fait quoi et comment ce soir-là par des bribes de conversation qui ont été échangées, des phrases comme « tu peux mettre ça dans son thé, il s'en rendra pas compte » ou « moi avec ça t'auras la paix, sans lui ce sera plus simple ». Des échanges donc entre Patrice Pluot et ma mère qui étaient ensemble. Des gestes ou des phrases que ma mère a pu échanger avec Jean-Sébastien comme « rase ta barbe, comme ça il te reconnaîtra pas » ou « mieux peut-être que tu viennes pas à la maison, on aura plus de chance ». Madame Couret n'a jamais été inquiétée jusqu'au 17 ou 18 avril 2012. Elle a pu vaquer à ses occupations. Elle a même pu préparer des doses médicamenteuses importantes. Elle opérait avec le sentiment certain de quitter d'une façon ou d'une autre Fleury. De l'éliminer, c'était la meilleure des solutions, puisqu'à un moment donné, elle dira, ou dans le dossier il sera dit, quel dommage que Thomas n'ait pas réussi à l'éliminer.